Samedi 2 novembre 2024, c'est Le Monde en 7. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre. Vous connaissez le principe de l'émission. On fait le tour d'horizon de sujets marquants de l'actualité sur le continent. On va commencer d'abord par parler de la Guinée. La Guinée où une cinquantaine de partis politiques ont été dissous par le ministère de l'administration territoriale. Nous évoquerons également le Tchad avec cette attaque terroriste. Une base militaire a été lourdement frappée. Nous irons du côté de la République démocratique du Congo où l'opposition dit non au projet de révision constitutionnelle. Et au Togo, Adebayor, la légende qui jubile, on en parlera en fin d'émission avec deux invités, Samson Maoulolo Arlija. Bonjour Samson. Bonjour Samuel. Bonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour Firmin et merci pour l'invitation. Merci d'accepter l'invitation. Vous êtes écrivain et journaliste. Face à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonjour Firmin. Bonjour Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. On part du côté de la Guinée. La scène politique se réduit de moitié en Guinée-Conakry après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays. Le gouvernement a annoncé, c'était le mardi 29 octobre dernier, la dissolution ou la suspension de 50% de ces partis politiques. C'est dans un long rapport de 180 pages que le ministère de l'administration territoriale de Guinée a présenté le bilan de la campagne d'évaluation des partis lancée en juin dernier. Une évaluation que le ministre Ibrahim Khalil Condé justifie comme un assainissement de l'espace politique guinéen. Firmin Teko, avant d'aller dans le fond sur l'actualité, le sujet guinéen, mais de façon globale, des voix de plusieurs intellectuels se lèvent sur le continent pour demander justement qu'un état des lieux soit fait et que des partis inutiles, des partis de forme, tout cela puisse disparaître du paysage. Oui, bien évidemment. Je ne sais pas si vous me suivez depuis quelques mois. En fait, c'est ce que je demande même au gouvernement togolais. Parce que c'est Talon en réalité qui a commencé. Quand il est arrivé, il a fait montre d'une certaine dictature et il a essayé, après plusieurs mois, d'assainir le milieu politique béninois. Aujourd'hui, au Bénin, où on avait assez de partis politiques, on n'avait pas de politiciens, mais que de businessmen, on peut avoir que 4 blocs de formation politique. Et là, sur ce point, même si je critique Patrice Talon régulièrement, je peux m'en réjouir. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui est qui et qui fait quoi. On ne rentre pas en politique qui veut. Et c'est la même chose au fait dans presque tous les pays en Afrique. On se dit au nom de la démocratie, au nom du multipartisme, on peut se lever, créer son parti sans aucune idéologie derrière, sans aucun intérêt politique derrière, sans aucune proposition sérieuse derrière. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui fait qu'en réalité, la politique en Afrique n'évolue pas de façon consistante et de façon conséquente. Par exemple, quand vous prenez le Togo aujourd'hui, on a plus d'un pays de 56 600 km² avec plus de 100 partis politiques. Et face à une centaine de partis politiques, il y a un parti RPT unir aujourd'hui un régime qui est très fort. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, rien pratiquement. Alors, c'est ce que moi je vous demande même régulièrement au président de la République du Togo, mais de s'élever en tant que père de la nation, moi je dis bien père de la République, de se dire, mais il est temps que j'assainisse le milieu politique, et étant donné aussi qu'on vient d'entrer dans le régime parlementaire. Ceux qui ont inventé le régime parlementaire, c'est-à-dire les Britanniques, ils ont seulement deux grandes formations politiques, c'est-à-dire les conservateurs et les travaillistes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à réussir le régime parlementaire. Mais si au Togo, on a ce qu'on a aujourd'hui, moi je pense qu'il sera un peu difficile de réussir le régime parlementaire quand vous n'avez pas assez de blocs ou 2 ou 3 blocs. Mais est-ce que le principe même d'assainir le paysage n'est pas antinomique de la démocratie? Non, vous savez, moi je pense que, il y a quelqu'un qui dit trop d'impôts, tu l'impôt. Moi je dis trop de démocratie, tu la démocratie. Il faut voir un peu le contexte dans lequel la démocratie est arrivée en Afrique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore cette maturité démocratique. C'est pour cela que moi je dis, Ninevi dit multipartisme après. Parce qu'il faut assez de formation pour que des gens, des acteurs politiques soient bien formés, soient imbibés en réalité de ce que, de la nouvelle voie qu'ils sont en train d'emprunter. Bien sûr, on peut dire c'est antidémocratique, tout le monde peut s'exprimer. Mais si vous êtes dans une maison, vous laissez tout le monde s'exprimer, attendez, arrivez à un moment donné, vous n'aurez plus à... Vous allez vivre dans un certain brouhaha. Aujourd'hui, on peut critiquer un certain nombre de choses, mais il faut un certain ordre pour accompagner la démocratie. On peut reprocher des choses à Patrice Talon, mais sur le plan politique, il a essayé d'assainir et aujourd'hui, on peut l'applaudir des deux mains. Alors, Samson, sur l'assainissement du paysage politique, le débarrasser de partis qui n'existent parfois que de nom. De nom. Oui, merci. Je vais faire un peu d'histoire et rappeler le cas du Burkina Faso. À l'époque, il s'appelait la route Volta. Lorsque Sangoulé l'a mise en œuvre,
qui est un général qui a pris le pouvoir dans ce pays dans les années 70, si j'ai bonne mémoire, il a compris la situation et il a voulu aussi assainir le paysage politique ou l'échiquier politique burkinabé à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé des élections et il a dit que ce sont seulement les deux partis qui arriveraient en deuxième et en troisième position, plus le parti gagnant, qui seraient autorisés à continuer par résister. Donc tous les autres partis devaient soit disparaître, ou soit se fondre dans les partis, dans les trois grands partis qui seront maintenant sûrement un parti dominant, un parti d'opposition et un parti charnière ou un parti faiseur de roi. Il a réussi, mais force est de constater que quelques temps après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est retourné en arrière. Tout simplement parce que le problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas d'orientation idéologique dans nos partis politiques. Quand on voit des pays comme le Togo, parfois ou même des pays comme le Ghana ou ailleurs, les partis d'opposition et les partis au pouvoir ont le même ADN politique au fond. C'est tous des partis. Ce qui les oppose, c'est souvent des querelles d'individus ou des clivages historiques. Ce n'est pas des questions idéologiques. Oui. En Afrique, malheureusement, on a raté l'occasion au moment des indépendances. On aurait pu avoir deux grands courants. Parce qu'à l'époque des indépendances, il y avait deux grands courants. Il y avait les courants nationalistes et les courants panafricains. C'est-à-dire il y avait des gens qui disaient, comme au Sénégal justement, il y avait Senghor qui voulait son Sénégal dans une sorte d'Afrique de la façon, ce que Olympie aussi voulait ici. Il y avait des gens comme Nkrumah et d'autres à l'époque qui voulaient une Afrique fédérée immédiatement. On aurait pu créer deux grands partis à l'époque au sous de ces deux grandes idéologies, parce que c'est ces idéologies au fait qui animent la vie politique africaine. Mais on ne l'a pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, les partis se sont créés autour des identités ethniques. Chacun va créer un parti dans son village. Je suis à Kébouk, je suis à Poisson, je crée un village chez moi. Je dis votez pour moi. Et avec ça, je fais du marchandage politique. Je vais dire à telle personne après, bon, je donne ma voix ici, mais donne-moi ce poste-là. Et dans ces conditions, même si l'assainissement se fait aujourd'hui, vous allez voir que dans 10 ou 15 ans, on va revenir à ce qui s'est passé au Burkina Faso, avec le cas de Sangoulé, la mise en œuvre. Parce que tôt ou tard, les partis qu'on a dissous aujourd'hui, on leur reproche quoi? De ne pas avoir de comptabilité, de ne pas hésiter sur le papier. Mais on ne pourra pas interdire aux gens de créer des partis politiques après. On peut les dissoudre aujourd'hui, certes, mais qu'est-ce qui empêche? On ne peut pas, dans un état démocratique de droit, on ne peut pas refuser aux individus de créer des partis politiques. Donc je pense que le débat est compliqué et qu'il faudra, au-delà d'assainir l'échiquier politique, proposer des pôles idéologiques aux jeunes populations africaines et aux acteurs politiques qui vont les concentrer. Et là, on pourra avoir un échiquier politique plus transparent. Alors, Samson a commencé par l'évoquer. Dans le cas de la Guinée, on parle de partis, par exemple, qui n'ont pas de compte bancaire, alors que ces partis existent depuis les années 90. On parle de partis qui ont des agréments non valides, qui auraient falsifié la signature de ministres pour se constituer. Bref, des partis qui, de par leur existence même, sont illégaux. Non, oui, sont illégaux parce qu'en réalité, l'idée derrière, c'est quoi? C'est de faire du business sur le plan politique. C'est-à-dire, vous êtes dans un parti politique, peut-être votre chef vous a un peu déçu. Regardez un peu par exemple ce qui s'est passé avec l'UFC et l'ANC aujourd'hui. Entre-temps, on était ensemble avec le chef. Le chef arrivé à un moment donné, il a pris un autre courant qui ne nous sert pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le quitte, on crée notre formation politique. Et maintenant, du jour au lendemain, il y a d'autres aussi qui ont quitté, qui étaient avec ce chef, mais qui ont encore quitté, qui sont allés créer. Et maintenant, vous voyez que ces partis-là, ça ne fonctionne pas. Mais ici, ces partis sont légaux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart veulent faire du business. On rentre en politique pour avoir un peu d'argent. On sait que peut-être on n'arrivera pas au pouvoir, mais on veut avoir de l'argent. Par exemple, ce qui se passe au niveau de la Guinée, c'est la situation en Guinée, même si aujourd'hui justifie ce qui est là, bon, on peut leur reprocher un certain nombre de choses, mais dans ce contexte, ils sont en droit, du moment où il y a de l'illégalité, ils sont en droit de dissoudre de cela. Maintenant, je vais revenir à ceci. On parle de la démocratie. Après plus de 30 ans d'expérience démocratique, il faut, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il faut poursuivre la démocratie comme cela, ou il faut l'adapter aux réalités africaines? C'est ce que moi je me pose comme question. Les réalités africaines, c'est lesquelles? Parce que moi j'ai beaucoup qui parlent de ça, qui disent d'adapter. Vous avez vu, même quand on votait la constitution dans un pays que vous connaissez très bien, on a dit on veut une constitution adaptée à nos réalités. Nos réalités, c'est lesquelles? Nos réalités, elles sont multiples. Par exemple, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Par exemple, en Afrique, il est difficile. Un chef, c'est un chef. Vous imaginez, un chef, il a tous les pouvoirs,
Un chef, par exemple, c'est lui, quand il donne l'ordre, plus personne, ces décisions sont sans appel. C'est quelque chose. Sur le plan foncier, par exemple, quand vous voyez un peu la plupart, la législation togolaise, elle s'est inspirée fortement de la législation française. Alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Vous imaginez, par exemple, nous n'avons pas les mêmes réalités, ça ne peut pas marcher. Je donne juste ce petit exemple-là. Par exemple, en France, les fiançailles ne sont pas obligatoires. Les fiançailles ne sont pas obligatoires. C'est le mariage qui est obligatoire. Vous imaginez. Mais ici, en Afrique, c'est la dot, c'est les fiançailles qui constituent le mariage. Vous imaginez, ça c'est juste un petit exemple. En Afrique, quand vous dotez une femme, ça veut dire vous la prenez pour épouse. Et vous n'êtes plus obligé en réalité, dans le contraire, vous n'êtes plus obligé d'aller vous présenter devant l'officier de l'état civil. Par exemple, c'est en France on se présente devant l'officier de l'état civil. Et c'est ce qui puisque nous sommes inspirés de la législation française, on fait les fiançailles du jour au lendemain, on peut dissoudre cette dot-là ou ces fiançailles-là. Et par façon, on va se dire non, on n'a pas encore fait le mariage devant l'officier de l'état civil. Donc en réalité, tous nos tests devront en réalité s'inspirer des réalités africaines. Mais l'autre chose, ceux qui ont inventé la démocratie, quand on parle des États-Unis, il n'y a que 2 grands blocs. C'est un pays fortement démocratique, mais ils ont compris un certain nombre de choses. Regardez, même ils ont les élections aux États-Unis, c'est le 5 prochain. Mais ce n'est pas ce sera une élection à suffrage universel indirect. Deux grandes formations politiques, les républicains et les démocrates. Bien sûr, il y a encore de petits partis, mais ils ont construit leur démocratie sur cela. Donc aux États-Unis, ne décide pas qui veut. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le bas peuple. En démocratie, on dit la démocratie, elle est populaire. Mais aux États-Unis, elle est beaucoup plus représentative. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'inspire de cela avant de pouvoir aller vers un certain développement en Afrique. D'accord. Dans le contexte guinéen, ce que fait aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, c'est le pouvoir militaire qui le fait, qui pointe un certain nombre de partis politiques, des partis qui ont quand même toujours existé dans le paysage. Les gouvernements précédents n'ont jamais évoqué le dossier. Est-ce que c'est anodin que les militaires touchent un tel dossier? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même m'approprier la question que vous avez posée, affirmée tout à l'heure par rapport aux réalités africaines. Vous savez, Gustave Le Bon disait que l'âme d'un peuple est plus forte que les lois qui la gouvernent. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'Europe occidentale, quand vous voyez bien, compte plus de monarchies que de républiques, mais est plus démocratique que n'importe quel parti dans le monde. C'est que le peuple est arrivé à un niveau où il a intégré certaines valeurs qui lui sont naturelles. En Afrique, le problème, c'est que on s'est proclamé tous des républiques à la veille de l'indépendance, alors que le processus qui consiste à ce qu'une république soit née n'a pas été respecté. La république, c'est la victoire du tiers-état sur la noblesse. Quand est-ce que la noblesse a vaincu le tiers-état a vaincu la noblesse ici? Jamais. Donc ça a été un moyen facile. On a dit, bon, on copie les constitutions à la carte, on se proclame des républiques. Et il n'y a pas eu un travail de réflexion profonde qui aurait dû être fait à l'époque pour savoir maintenant qu'est-ce que nous avons avant, qu'est-ce que nous avons maintenant et comment concilier les deux. Parce que, vous savez, quand les institutions sont conformes à l'état d'un peuple, le peuple avance. Quand les institutions ne sont pas conformes, le peuple piétine. Ça ne peut pas en être autrement. Acemoglu, qui a reçu récemment le prix Nobel de l'économie, l'a clairement dit dans son livre How Nation Fell, en démontrant que ce qui fait le développement, ce n'est pas la démocratie, c'est la conformité des institutions à l'état du peuple. Et contrairement à ce qui se dit, le chef n'est pas le chef en Afrique. Il faut comprendre qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu la période avant l'esclavage et la période après l'esclavage. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'esclavage s'est bâti sur des règles de droit réel. On ne pouvait pas attraper une personne et la vendre comme ça. Il fallait à un moment donné créer un système juridique qui rend possible le fait d'attraper une personne et de le vendre. Sur les côtes ici, beaucoup de rois ont pris des femmes qu'ils envoyaient, et ils ont pris beaucoup de femmes. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont proclamé une loi selon laquelle quand tu commets l'adultère avec une femme de quelqu'un, tu deviens esclave et on te vend. Donc la nuit tombée, les femmes la sortaient, séduisaient les jeunes hommes, on les attrapait, on les vendait. Donc le chef tout puissant en Afrique est né dans ce contexte d'esclavage. Il fallait nier tous les droits, les libertés individuelles pour attraper des gens et les vendre. C'était un accident de l'histoire. Sinon pendant longtemps, quand nous prenons le lait Yoruba et les Ibo, tu es un chef, tu te comportes mal, on t'oblige à te tuer. Je suis, oui. Tu immédiatement. Une épingle dans ton cou. Exactement. Exactement. Ou même, on veut même si on te dit, en posant temps devant nous, on va t'enterrer. Tu n'es plus digne de nous gouverner. Donc on avait des systèmes plus démocratiques, même ce que les gens qui ont la démocratie veulent nous vendre aujourd'hui. Malheureusement, il y a une amnésie collective qui nous empêche d'aller à ce niveau-là. Pour revenir à la Guinée, ce qui est
C'est anodin Ce que qui est les militaires soulèvent ce dossier aujourd'hui. Non, parce que comme vous voyez, les partis, et des partis certes qui ont été dissous parce que ces partis-là ne respectaient aucune règle d'existence. Mais les partis comme les partis de Cellou Dalein Diallo, l'UFDG, exactement, les partis de Alpha Condé, qui, quoi qu'on dise, ne sont pas des partis mineurs sur l'échiquier politique guinéen. Donc lorsque on se met à dissoudre ces partis-là, on peut se demander si ce n'est pas une façon d'écarter. Ils ne sont pas dissous, mais on leur reproche, par exemple, on les met sous observation. Ils sont sous observation. Sous observation. Pour 3 mois encore. Et lorsqu'on sait que les échéances électorales approchent, et que Doumbouya, après avoir promis qu'il n'allait pas se présente finalement, et que ici et là, il y a des personnalités qui le soutiennent, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une façon d'écarter en guillemets des potentiels rivaux politiques, parce que c'est des partis politiques qui ont une assise profonde en Guinée et qui, une fois dans un jeu électoral, pourront faire très mal. Si vous voulez assainir l'échec politique, je pense que Sangoulé Lamizana a donné un bel exemple. Accepter que tous ces partis, dites d'abord aux prochaines élections, les partis qui ne pourront pas se présenter dans plus de tel nombre de circonscriptions seront rayés de la carte. Deuxièmement, les partis qui n'auront pas au minimum un certain nombre de pourcentages n'existeront plus. Ça vous permettra facilement de savoir ceux qui sont là et qu'il y a des gens qui les suivent. Parce que si vous êtes un parti, vous ne pouvez pas même pas avoir 10 000 votes. Je pense que vous ne devez pas exister dans n'importe quel pays africain. Et bien, juste que sur les 211 partis, au moins 180 n'auront même pas 10 000 votes. Et vous pouvez le faire de façon plus juste et plus équitable que de le faire d'une façon aussi... C'est comme si c'est l'exécutif qui se mêle d'un problème qui n'est pas fondamentalement le sien. Et ça peut être perçu comme étant une ingérence et des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Alors, quand on prend le parti comme le RPG de l'ancien président Alpha Condé, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, ces gens de partis, on leur reproche, par exemple, une absence de congrès, ils n'ont pas tenu de congrès, on parle d'absence de preuve de paiement, de cotisation, entre autres. Dire que l'UFDG ou le RPG n'a pas payé les cotisations, on a l'impression que c'est des arguments un peu farfelus pour régler des problèmes avec des partis un peu gênants. Oui, c'est pour régler des problèmes avec des partis un peu gênants. Bon, vous savez, Doumbouya, il veut être aujourd'hui le seul maître à bord. Il est devenu dictateur. Et vous savez, quand vous arrivez dans cette posture-là, et à ce niveau-là, vous avez une faiblesse, c'est la peur. Vous avez peur d'être battu au prochain scrutin. Il a peur d'être battu. Il veut se maintenir au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut écarter les poids lourds. Il faut écarter les poids lourds. Moi, je me demande un peu, il n'avait même pas, comme Samson l'a dit tout à l'heure, il n'avait même pas besoin de dissoudre ces partis politiques. Il fallait leur dire oui, on va tous aux élections et puis je pose mes conditions. Et c'est ça, moi, cela aurait été beaucoup plus clean et beaucoup plus acceptable. Aujourd'hui, on sait qu'il est aujourd'hui dans un certain fossé et on se dit il veut écarter tout le monde, mais il ne le fait pas avec une certaine intelligence. Et en fait, il se dit, il ne devrait même pas, à ce niveau-là, il ne devrait même pas se lancer dans ce jeu. Si c'est qu'il est populaire, si c'est que les gens l'ont acclamé, quand il est arrivé au pouvoir, avec un coup d'État, il y a des Guinéens qui l'ont applaudi, comme on avait applaudi Dadis Camara aussi. C'est là où je me moque un peu de Guinée. Moi, c'est là où je reviens toujours sur cette histoire de coup d'État. Quand quelqu'un commet un coup d'État, ne l'applaudissez jamais. Parce que du jour au lendemain, il va vous décevoir. Parce qu'il vient au pouvoir, lui-même, il le dit déjà, il est militaire. Un militaire, c'est quelqu'un qui est en pouvoir. Les armes. Et maintenant, vous lui confiez encore le pouvoir politique, du jour au lendemain, il va vous décevoir. Et c'est ça, aujourd'hui, les Cellou Dalein Diallo avaient pris acte, des gens l'avaient applaudi. Aujourd'hui, ils sont en train de le subir. Ils vont le subir. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et il a commencé déjà. Bientôt, il va encore emprisonner un certain nombre de choses à l'approche du scrutin. Il va emprisonner des choses. Il va réprimer des manifestations. Et les élections, ça peut-être, s'il voit déjà la carte, il se dit, je ne veux pas gagner. La meilleure des choses, c'est de gagner des fraudes pour gagner. Et il sera le prochain président légitimement et légalement élu de la Guinée. Les trois responsables de ces partis que j'ai cités, notamment Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, sont en exil. Exactement. Est-ce que ça ne complique pas un peu la situation de leur parti politique aujourd'hui? Non, parce que c'est des partis qui existent depuis longtemps sur l'échiquier politique, qui sont capables de présenter des candidats, ils ont une base électorale et qui pourront quand même faire mal, même si leur dirigeant n'est pas sur place. Mais c'est leurs dirigeants qui, vous savez, en Afrique, on parle beaucoup d'aura politique. Quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo, par exemple. Oui, mais quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé, en apportant sa bénédiction à un candidat, le candidat peut quand même faire mal. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas des partis qui existent depuis 10 ans. C'est nous, Dalein Diallo, Alpha Condé, sont des gens qui sont dans le jeu politique guinéen depuis des décennies. Ils sont des gens qu'on connaît avec des lieutenants. Ils ont des lieutenants que la population guinéenne connaît. C'est un peu comme Bassirou Diomaye Faye et Sonko. Donc, vous voyez, si ces gens de personnes apportent leur bénédiction à un candidat, ce candidat-là peut faire très mal à Doumbouya. Si le jeu politique est équitable, bien sûr. Mais
avec la loi des choses, on se demande même si le jeu politique sera équitable. Donc, c'est vrai que Doumbouya, il prend le contre-pied de ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, mais c'est quelque chose qu'on observe dans... ce qui arrive. Exactement. Dans tout. Quand ils prennent le pouvoir, ils disent on va les rendre au bout d'1 an, 2 ans, et puis tout le monde applaudit. Bon, c'est parce que on se dit qu'il y a même qu'il y a toujours un espoir. C'est-à-dire, lorsque le jeu politique est devenu tellement ficelé qu'il n'y a plus de possibilité pour l'alternance par les urnes, on se dit, au moins si le militaire vient, il pourra retourner à sa caserne après. Sauf que si le militaire vient, il prend coup, il refuse de partir. Nous l'avons vu, même dans le pays comme le Togo, on a promis 6 mois de transition en 67 et ça ne s'est pas passé comme cela devait se passer. Il a voulu partir, mais les gens lui a dit non. Ça aussi, c'est toujours spontané. Est-ce que dans le contexte guinéen, Mamadi Doumbouya, j'ai envie de dire, est-ce qu'il veut, parce qu'il est de plus en plus probable qu'il soit candidat, est-ce qu'il veut une élection sans suspense? Non, oui, moi je pense qu'il est dans cette dynamique. Il veut préparer un peu la psychologie de tout le peuple guinéen pour que le peuple se prépare à ce qu'il soit leur prochain président, c'est tout. Aujourd'hui, je pense que du moment où il a commencé déjà ces manœuvres-là, c'est pour lancer de petites alertes, pour que psychologiquement vous vous prépariez à ça. Et bientôt, il y aura des publicités qui vont être montées sur tous les médias, il y aura des campagnes, il y aura des discours, et il y aura des interviews qui vont être faites pour que les gens se préparent. Donc lui n'a pas besoin de suspense, il n'a pas besoin de suspense. Il aurait besoin de suspense, il ne dissoudrait pas tous ces partis-là aujourd'hui. Il ne dissoudrait pas, peut-être il aurait déjà appelé à une amnistie générale pour permettre aux exilés de revenir, pour faire les choses dans une certaine norme, et là il serait aujourd'hui en train d'être applaudi. Mais politiquement, quand on a le pouvoir, on a peur, quoi. En fait, il se dit, quand je fais tout ça, là, ici, ça ne marchait pas. Alors, la meilleure des choses, du moment où j'ai la force, alors je bloque, je fais des choses à ma manière. Moi, je dis, il ne faut pas soutenir des coups d'État, je le dis toujours. On ne soutient pas des coups d'État. Vous étiez ici quand il prenait le pouvoir, on était ici ensemble. Samuel, on était ici quand il prenait le pouvoir. Moi, je lui disais, non, il ne fera rien. Parce que quand il prend le pouvoir, c'est-à-dire, ça, bien sûr, c'est naturel et instinctif. Ça suscite un certain espoir. Parce que Alpha Condé, lui, que des gens avaient défié, adulé, c'est quoi, finalement, il a déçu avec son histoire de changement de constitution. Et à l'époque, je disais qu'en fait, changer de constitution n'est pas le problème. Parce qu'on ne peut pas interdire de modifier la constitution. Il faut trouver d'autres normes. Mais jusqu'au moment où les élections ont été légalement organisées, qu'on le laisse rester au pouvoir. Si le peuple ne veut pas de lui, que le peuple le sanctionne dans les urnes. Mais aller jusqu'à un coup d'État, vous allez avoir ce militaire, mais du jour au lendemain, vous allez être déçu. Parce que le pouvoir, ce n'est pas un jeu. Il y a un diplomate qui m'a dit, lorsque vous arrivez au pouvoir, la première année, vous comprenez rien. La deuxième année, vous ne comprenez rien. C'est à partir de la fin de la troisième année, à de la quatrième année, que vous commencez à comprendre un certain nombre de choses. Et il y a un autre qui m'a dit, lorsque vous arrivez au pouvoir, il y a 3 choses. Et il y a des choses que vous pouvez changer radicalement. Il y a des choses, vous pouvez les changer à moitié. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais changer. Donc c'est quand vous arrivez au pouvoir, quand vous n'étiez pas encore au pouvoir, vous voyez des choses, vous croyez que tout est possible. Mais que lorsque vous arrivez, c'est à partir de ce moment que vous comprenez, vous comprenez tout ce que vous ne pouvez pas changer beaucoup de choses. Par exemple, ce qui a fait tomber Ibeka, on le sait aujourd'hui. Ce qui a fait que Imam Diko a organisé ces manifestations, on le sait. C'est parce qu'arrivé à un moment donné, on lui aurait coupé un certain nombre de choses et après, lui, s'il a fait pour régler des comptes. Donc, le pouvoir, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je dis toujours à la jeunesse africaine, ne soutenez jamais les coups d'État parce que ça va toujours se retourner contre vous. La question du retour de ces exilés se pose, mais le pouvoir guinéen ne semble pas trop bouger là-dessus. Ce n'est pas dans l'intérêt de Doumbouya de faire revenir actuellement ces exilés-là. C'est-à-dire, il n'a pas encore une aura politique qui lui permettra de les battre dans un jeu électoral crédible et équitable. Donc, il a intérêt à maintenir ces gens-là à l'extérieur et à ne pas permettre à leur parti politique de se présenter aux élections. Ce n'est que de cette façon. Doumbouya, le militaire, veut vaincre sans gloire. Sur le champ politique, oui. Peut-être qu'il arrive à vaincre avec gloire sur le champ militaire, mais sur le champ politique, il se dit que c'est très dangereux. C'est un militaire, il ne comprend pas aussi bien le jeu politique que le jeu militaire, donc il préfère ne pas prendre de risques. Ouais. Et quand on voit l'allure des manifestations à Conakry un peu partout dans le pays, ce n'est pas sûr que les Guinéens qui ont supporté Sékou Touré pendant des années, qui ont supporté Appel Lansana Conté, sont prêts à resupporter un autre militaire pendant des années. Ils ont accueilli le coup d'État parce que malheureusement, lorsqu'à un moment donné, le jeu politique semble complètement vissé, il n'y a pas de possibilité de battre un parti dans les urnes, il n'y a que les militaires. Même lorsque le peuple se met à se battre, à se révolter, c'est l'armée qui choisit ou basculer. Tant qu'il n'y a pas de coup d'État, on n'a jamais vu
un pays dans lequel les populations civiles sont parties prendre assaut un palais présidentiel et un monsieur s'est assis là-bas et dit comment tu pas dit qu'il est président. C'est toujours le militaire qui décide à un moment donné de faire ok, toi pars et on va voir ce qu'on peut faire après. Mais les cas dans l'histoire où les militaires ont joué le rôle de céder le pouvoir après ont été très rares, pour ne pas dire presque inexistants. On l'a vu même au Ghana ici avec Rollis, il l'a fait, mais il est revenu très vite au pouvoir après. C'est pour te dire que parfois, ce n'est pas du tout évident lorsqu'on arrive à ce niveau de réassainir le jeu politique. Mais Rollis, par contre, l'a fait. Lorsqu'il a fallu maintenant ouvrir encore l'espace politique après, il a été fair play, il est retourné dans la vie civile, il a laissé le pouvoir, il est retourné tranquillement. Donc c'est des exemples sur lesquels on peut se baser pour dire que les coups d'État ne sont pas tout le temps mauvais. Même si souvent, ce ne sont pas des choses à féliciter, mais il faut quand même aussi se dire que dans nos pays africains, dans la plupart des cas, le jeu politique est tellement vissé qu'il n'y a pas de possibilité que d'en arriver là. Et c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est malheureux. Moi, je pense qu'il faille peut-être mettre un accent sur la formation citoyenne. Il faut peut-être reconstruire la démocratie. Vous savez, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. Aux États-Unis, lorsque vous êtes un candidat et que vous êtes investi par votre parti, vous avez déjà accès aux documents essentiels de la politique du pays. Ce qui fait que vos promesses électorales ne sont pas de la démagogie. Vous savez déjà ce que vous lisez, vous savez déjà ce qu'il faut dire. Vous n'arrivez pas au pouvoir avant de vous rendre compte qu'il y a telle chose. Vous le savez déjà pendant les 9 mois de vos campagnes électorales. Je pense que les États-Unis ont construit une démocratie depuis la base. C'est vrai que c'est un système électoral qui est assez étriqué, qui fait que les autres partis n'arrivent pas à émerger. Mais quand même, lorsque vous entrez dans un de ces deux grands partis, vous pouvez quand même défendre vos idées, vous faire votre chemin, et vous savez, à la base, vous avez accès aux informations. Ici, lorsque vous êtes opposant, vous n'avez accès à rien. Jusqu'au jour où vous rentrez dans le bureau, on vous dit, bonjour monsieur le président. Et c'est là on vous dit qu'il y a telle dette, tel nombre d'impayés, telle chose, tel accord. Et vous avez dit, merde, c'est comme ça. C'est pas du tout facile. Et c'est ce qui est un peu dommage. Il faudrait reconstruire les institutions, j'en avais parlé tout à l'heure, les reconstruire à la base pour avoir un jeu politique équitable, mais les reconstruire en se basant sur nos réalités à nous, sur ce que nous avons avant, ce qui s'est passé après et ce que nous voulons être après. Et commencer depuis la base. Moi parlant de la base, je parle de notre éducation, de notre école. Oui, depuis le bas âge, que l'enfant, qu'on lui apprenne comment gouverner, qu'on lui apprenne un certain nombre de choses, qu'on lui apprenne les valeurs de la citoyenneté, qu'on lui apprenne les valeurs patriotiques, pour que quand le jour il arrivera au pouvoir, il finit son mandat et il quitte facilement. S'il respecte les tests, parce que le problème c'est que nous n'arrivons pas à respecter nos tests. Nous ne sommes pas une civilisation écrite. Ce que nous respectons, c'est la peur, c'est les divinités. Je pense que si on prêtait serment devant un legba, je pense que beaucoup de présidents n'allaient pas faire ce qu'ils faisaient. Vous savez, sont en train d'être modernisés. Justement, même si ils doivent le pas moderniser, beaucoup de gens auront peur. Dire à quelqu'un prête serment sur un document, il s'en fout après. Dis-lui d'aller prêter serment devant la divinité, il prête et puis, même si la divinité ne va peut-être rien lui faire, psychologiquement, lui-même commence déjà par avoir peur. Exactement. Le second sujet, c'est le Tchad. Nous allons parler donc de cette attaque de Boko Haram contre une base militaire. Des djihadistes de Boko Haram ont mené donc une attaque d'envergure le dimanche 27 octobre au soir contre une base avancée de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad au sud-ouest du pays. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués dans cette zone proche de la frontière avec le Nigeria, selon un communiqué de la présidence tchadienne. Cette dernière annonce un déplacement dès lundi du président Mahamat Idriss Déby s'est rendu sur place et il a annoncé le lancement d'une opération spéciale pour mener la lutte contre le terrorisme. Samson Arelja, l'armée tchadienne est considérée comme l'une des armées, je vais dire ça comme ça, les plus puissantes du continent, mais avec cette défaite, parce que selon toute vraisemblance, les militaires ont attaqué au soir. Ils ont tiré les djihadistes au lever du jour, sans qu'aucun renfort n'intervienne. On a l'impression que cette armée prétendument très puissante a un talon d'Achille. Bon, toutes les armées du monde ont leur talon d'Achille et l'armée tchadienne ne fait pas exception. Il faut dire que le Tchad vit quand même une situation difficile. C'est un pays qui connaît des rébellions récurrentes et l'armée est mobilisée sur beaucoup d'autres fronts. Il y a à côté le Soudan qui est aussi en effervescence et la plupart des militaires sont actuellement en train de garder la frontière pour éviter un débordement du conflit soudanais sur le territoire. Et à cela, il faut ajouter le contexte assez flou dans lequel Idriss Déby et Junior a été lui-même élu. Et tout ça, lorsqu'on fait une analyse de tout ça, on se dit l'attaque a été une surprise, mais c'était prévisible. Parce que pendant les 2 dernières années, depuis le suicide plutôt
de l'ancien leader de Boko Haram, le groupe s'est divisé en deux. Et c'était l'autre branche qui était maître de la région du lac Tchad. Et cette autre branche-là, ils ont une approche beaucoup plus bureaucratique de leur djihad, c'est-à-dire qu'ils prennent un territoire, ils essaient de l'organiser, de l'administrer comme un État pour en tirer des bénéfices. Mais lorsque, en 2023, les combats ont refait surface parce que Bakura Dorou, qui a succédé de facto à Aboubacar Shekau en assassinant tous ses rivaux qui pouvaient lui faire de l'ombre, il a décidé de retourner reprendre les îles du lac Tchad. Et malheureusement, lorsqu'il combattait les gens de l'ISWAP, le Nigeria, le Cameroun, comme le Tchad, ont juste croisé les doigts ou croisé les bras et les ont regardé faire. Certes, ils ont cru qu'ils pouvaient laisser les deux groupes s'affronter à un moment donné, s'affaiblir assez pour leur porter le coup de grâce. Mais ça a été un mauvais calcul parce qu'à un moment donné, l'ISWAP, l'État islamique, dans cette région-là, a décidé plutôt de retourner dans les États du Yobe et dans la zone de Maiduguri et de laisser les zones du lac Tchad à Boko Haram classique tel qu'on le connaît. De là, Boko Haram a recommencé par administrer cette région. Mais Boko Haram classique, on sait ce que c'est. C'est des attaques à tout vent contre les populations civiles, contre ça. Et ils étaient aussi à court de munitions. Selon les derniers rapports, ils étaient à court de munitions. Donc il fallait obligatoirement qu'ils rattaquent une caserne militaire pour prendre des munitions, prendre des armes, parce que Boko Haram classique continue par considérer l'autre branche comme étant une branche dissidente et veut retourner là le combattre au Nigeria. Donc, après cette attaque-là, il y a eu des annonces de riposte, mais la riposte, si vous voyez les informations hier, on parle déjà de bavure. Parce que la riposte militaire devrait être faite de façon très calculée. Tout simplement parce que lorsque Boko Haram a occupé cette zone du lac pendant longtemps, les populations civiles, les Boudouma, un groupe ethnique qui vit là-bas, beaucoup d'entre eux se sont alliés à Boko Haram pour pouvoir protéger leur bétail et leur culture. Ce ne sont pas des djihadistes dans l'âme, mais ce sont des gens qui sont alliés à Boko Haram. Et lorsqu'on est dans une situation pareille, et qu'on parle déjà de bavure hier qui a tué des populations civiles, il faudrait éviter la confusion entre un Boudouma et un djihadiste. Parce que lorsqu'on le fait par bombarder ou pilonner à tout bout de champ, ce qui va se passer, c'est que les gens vont retourner vers le Nigeria, aller recombattre la branche qui est là-bas, se refaire une puissance là-bas et retourner après attaquer en exploitant après maintenant ce conflit identitaire en disant vous voyez, ces gens-là ne sont pas sérieux, ils vous ont assassiné comme des poulets, faites-nous confiance, nous on peut vous protéger. La réponse militaire, certes, mais si elle n'est pas coordonnée avec le Nigeria et le Cameroun, et si elle ne s'accompagne pas directement des actions communautaires auprès des populations, je pense que ça serait une mission militaire de courte durée. Le groupe, je suis sûr que lorsque Bakuru Doro a demandé qu'on attaque ces casernes militaires, c'est pour avoir assez d'armes, pour renvoyer à Sadikou qui est son lieutenant actuellement au Nigeria, dans les montagnes du Bandara et de la frontière de Sambisa, pour que celui-ci réattaque maintenant les autres groupes, la bande disant de Boko Haram, pour se reconstituer un territoire. Boko Haram, on le croyait décapité, mais elle n'est pas décapitée. Et lorsque une organisation, le Nigeria fait état au cours de l'année de novembre, de 2023 plutôt, le Nigeria a annoncé quand même que 150 000 personnes, dont 6 000 combattants durs, se sont rendus au gouvernement central. Lorsqu'on imagine ce nombre, on s'imagine combien sont les combattants qui sont toujours en activité et leur force de nuisance. Alors, vous avez cette attaque, je le disais, une attaque qui a duré très longtemps. C'est vrai que la présidence parle d'une quarantaine de morts, mais des sources locales parlent d'une soixantaine de morts et de plusieurs centaines de blessés, parce que la base militaire compterait au moins 200 militaires. Les djihadistes s'en sont rendus maîtres. Ils ont demeuré là-bas jusqu'au petit matin. Ils ont pris beaucoup de matériel. Ils ont incendié la base militaire avant de partir. Ça veut dire quelque part qu'au niveau du renseignement de l'armée tchadienne, il y a une défaillance. Oui, il y a une défaillance et une faiblesse. En réalité, il ne devrait plus y avoir d'armée qui soit dans une certaine surprise aujourd'hui. A dit tout le monde, toutes les armées doivent être sur le qui-vive. Ce qui combat le Boko Haram, ce qui combat les terroristes, c'est les réseaux terroristes, l'État islamique, Boko Haram, Al-Qaïda, au Maghreb, ce qui les combat le plus, c'est les renseignements. C'est les renseignements. Si vous n'avez pas les renseignements, vous devenez aveugle. Vous serez attaqué à tout moment. Et la deuxième chose, c'est toujours, il vous faut toujours avoir un renfort quelque part. Lorsque ça ne va pas, que vous soyez rejoint par votre renfort. Les renseignements n'ont pas véritablement fonctionné.
C'est ça, en fait, le problème aujourd'hui en Afrique. Les renseignements, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas les renseignements, vous ne pourrez pas. Même si toutes les attaques que nous avons aujourd'hui, et surtout quand vous arrêtez des attaques avec assez de décès, avec assez de pertes en vies humaines, mais ça veut dire que les renseignements n'ont pas fonctionné. Mais si vous travaillez un peu, vous investissez beaucoup dans les renseignements, je pense que ça va être... Moi, je me demande si les pays africains s'en aperçoivent. Regardez aujourd'hui en France, ce qui a fait baisser drastiquement ces attaques, c'est les renseignements. Alors, on met beaucoup d'argent sur les renseignements et on a fiché un certain nombre de personnes. Il y a des zones, quand vous y rendez, vous revenez, vous êtes fiché. Et on suit tous vos mouvements. Et il y a des caméras qui sont à des niveaux. Aujourd'hui, on parle de drones et tout ça. C'est-à-dire, mais en France, il y a certaines villes qui sont pleines de caméras. C'est-à-dire, on vous surveille comme du lait sur le feu. Les services de renseignement fonctionnent. Et moi, j'ai suivi un documentaire où régulièrement, devant l'Assemblée nationale, les services de sécurité, les services de police présentent les rapports annuellement en ce qui concerne les renseignements. Ici, en Afrique, on n'arrive pas à faire ça. Si vous ne mettez pas beaucoup d'argent dans les renseignements, je pense qu'il vous sera difficile de vous en sortir. C'est ça qui nous manque en Afrique. Au Togo, on enregistre des attaques. Moi, ce que je leur demande, c'est de mettre beaucoup d'argent dans le renseignement. En Afrique, c'est ça qui nous manque. Si on ne met pas beaucoup d'argent, ça va être tellement compliqué. Il y a quelqu'un qui a dit, ce qui s'est passé aux États-Unis le 11 septembre, avant que cela ne se reproduise encore aux États-Unis, mais il va falloir encore attendre des dizaines d'années. Parce que drastiquement, on met beaucoup d'argent dans les renseignements, dans la formation, et aussi dans les renforts. C'est-à-dire, quand la chose commence comme cela, il faut que vous soyez capable d'appeler au renfort. Si vous n'avez pas des hommes disponibles qui puissent vous soutenir à des moments comme cela, ça sera tellement difficile. Et c'est ce qui est arrivé au niveau du Tchad. Regardez, on dira qu'ils étaient en train de dormir. Alors que c'est une base militaire, vous imaginez. On vient et on tue plus de 60 personnes. Mais c'est un peu compliqué. C'est une armée, c'est un État. Justement, on sait que la lutte anti-djihadiste, c'est une guerre asymétrique. Oui. On ne sait jamais où l'ennemi peut attaquer, où il peut frapper. Et quand on est dans un pays qui est confronté à des attaques terroristes et qu'on a une base avancée, dont la mission, justement, est dans ce domaine-là, comment on explique qu'on se fasse surprendre? On se fait surprendre. Je pense que les attaques, comme je l'ai dit, ne sont plus répétées dans cette zone depuis des années. On a un peu dormi sur Exactement. C'est-à-dire, on parle de moins 2 à 3 ans où il n'y a plus d'attaque. Et comme je l'ai dit, quand les djihadistes se battaient entre eux, les militaires étaient contents. Parce que les chiffres disent quand même que les djihadistes se sont plus entretués que tout ce que l'armée tchadienne ont fait pendant des années. Donc c'était mieux de les laisser s'entretuer. Et c'est ce calcul-là qu'ils n'ont pas vu venir, qu'un groupe décide de se retirer carrément au Nigeria et de laisser l'autre groupe gérer la zone. Et ce groupe-là a maintenant besoin d'armes, donc ils ont reconstitué le peu d'armement qui leur reste pour attaquer là-bas, pour chercher des armes. Parce qu'eux ne veulent pas laisser l'autre groupe qui est au Nigeria dormir en paix. Ils veulent reprendre le territoire historique, selon eux, de Boko Haram, parce que pour eux, ce sont eux le vrai Boko Haram. Et c'est un jeu dangereux parce que l'État islamique a bien choisi l'autre camp comme étant son représentant dans cette région de l'Afrique, et il lui envoie aussi des instructeurs militaires, des conseillers, qui, justement, connaissent les techniques de riposte de ces armées-là. Parce que l'armée tchadienne, que ce soit l'armée tchadienne, que ce soit les armées qu'on a, qui les forment? C'est des instructeurs militaires français et américains. Et ce sont les mêmes personnes que ces gens-là ont combattu déjà en Syrie et en Irak. Donc quand vous avez un instructeur militaire qui vous arrive de l'État islamique, qui a fait des années à Raqqa, et qui vous dit, bon, ces gens-là, on sait comment ils fonctionnent. Ce qui vous dit de faire ça, faites ça. Vous allez pouvoir, c'est ce jeu-là qui est compliqué. Vous allez pouvoir savoir à l'avance la réponse que votre adversaire prépare et comment le contourner. Maintenant, pour revenir au contexte de l'attaque au Tchad, il faut dire que je pense que Idriss Déby Junior, je pense que c'est peut-être ses débuts en politique, mais à une politique extérieure qui risque de lui coûter cher. Vous savez, il y a cela quelques jours, Munir Menaoui, qui est l'un des principaux chefs de rebelles au Darfour, a fait une sortie sur RFI où il disait que des rapports qu'ils ont montrent clairement que Idriss Déby Junior achemine des armes aux forces de soutien qui sont actuellement en train de commettre un génocide dans la zone du Darfour. Et qui ne comprend pas pourquoi Déby donne des armes à un groupe qui n'est pas un groupe avec une idéologie, mais un groupe de génocidaires, parce que ce sont les anciens Janjaouides qui sont devenus des forces de soutien rapide. Et il s'est indigné. Ce qui se passe, c'est que dans l'armée tchadienne, il y a beaucoup de gens qui ont des hauts grades, qui sont des enfants de ces gens-là qu'on est en train de génocider actuellement. Donc, qui ont été écartés durant ces derniers mois, parce qu'on a peur qu'ils se disent, mais
comment on peut protéger un président qui donne des armes à des gens qui tuent nos cousins? Et ces gens-là, c'est une partie de l'élite de l'armée tchadienne. Donc, quand tu parlais de renseignement, quand on les casse ces gens-là, est-ce qu'on a encore les renseignements? Peut-être pas. Donc, c'est un contexte assez compliqué, mais je pense que cette façon de mener la politique extérieure risque de le coûter cher. Cette réponse ne devait pas se faire de façon unilatérale. J'aurais aimé d'abord qu'il aille au Nigeria, qu'il aille au Cameroun, qu'il rencontre des états-majors pour voir comment maintenant prendre en étau ces groupes-là et leur enseigner un coup, pas un coup fatal, mais un coup assez fort qui nous donnera beaucoup de temps. Avant qu'ils ne se réveillent, on verra encore comment faire. Et là, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait, malheureusement. Au-delà, parce que là on parle de ces gens qui sont venus, qui ont attaqué, qui ont pris des armements, les informations sur place disent que les assaillants étaient très nombreux. Ça interroge aussi, je pense que Samson l'évoquait tantôt, cette capacité de recrutement est très élevée contre ces groupes terroristes. Oui, mais ils continueront de recruter parce que ça dépend de l'offre, ce qu'ils proposent à ceux qu'ils recrutent. Vous avez l'impression pour certains jeunes, je vais dire que c'est plus juteux d'être recruté par les terroristes que par l'armée régulière. Oui, bien sûr, quand vous imaginez, moi j'ai toujours l'habitude de donner cet exemple de l'État islamique en Syrie, qui occupait pratiquement la moitié de l'État syrien. C'est-à-dire il y avait assez de Français qui y allaient. Pourquoi? Parce qu'ils payaient de la façon la plus juteuse. Vous allez, vous devenez membre. C'est-à-dire c'est des offres d'emploi qu'ils affichent sur leur page Internet. Vous y allez, vous êtes payé à 5 000 €, vous êtes payé à 6 000 € parce qu'on exploite le pétrole, le blé, le maïs, bien d'autres ressources et vous êtes chèrement payé. Au départ, c'est de l'emploi qu'on vous offre et c'est dans ça qu'on va vous travailler votre psychologie. Et donc après, à la fin de la journée, on vous dit regardez tout ce que nous pouvons vous offrir. Maintenant, si nous changeons d'étape, alors c'est là où vous devenez membre entre guillemets, de la secte. Et là, quand l'armée régulière va vous proposer son minable salaire, vous allez vous ne pourrez pas en réalité. Donc ça dépend de l'offre. Regardez comment même l'État islamique, non, je parle de l'État islamique, Boko Haram est né en 1999. Avec Mohamed Youssouf, on est allé chercher, on est allé au nord, une des zones les plus défavorisées. On leur a dit, vous savez, si on a pris un certain nombre de jeunes filles, garçons, mais qui ont fait le lycée, étudiants, on leur a dit, vous savez, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Nos frères du Sud se sont accaparés la richesse du pays. Alors regardez, nous allons créer un État et voilà vos salaires. Nous allons vous proposer de l'emploi, vous allez être grassement payé. Qu'est-ce que vous proposez? Et c'est comme ça ils ont pris. Et aujourd'hui, avec la vie chère, avec ce que le monde est en train de traverser, avec cette crise économique, mais eux, ils ont toujours l'argent parce qu'ils exploitent des ressources. Ils ont des ressources et puis ils ont des soutiens de l'ombre qui leur fournissent assez de matériel, assez de moyens et assez de renseignements. Donc devant cette situation, ils sont plus que des États. Et des jeunes qui migrent aujourd'hui vers l'extérieur. Et quand vous migrez, et on vous prend, et on vous dit, regardez ce que nous vous proposons, mais je pense que ces jeunes-là vont accepter. C'est ça, au fait. Moi, je pense qu'il faut faire aujourd'hui un travail sur le plan national. Le Togo le fait déjà. Mais ici, il faut faire intéresser le métier des armes aux jeunes qui arrivent. Il faut qu'on ait C'est ça aussi le grand problème parfois en Afrique, hein, quand on regarde la plupart de nos pays. Vous savez, quand vous allez en Israël, presque tout le monde sait manier les armes à partir de 18 ans. Ouais. Et c'est des réservistes qu'on peut déployer pour... On a vu après l'attaque du 7 octobre de l'année dernière, des journalistes ont été déployés, des gens ont été déployés, sont allés. En Suisse, tout le monde sait manier les armes. En Afrique, on a l'impression que c'est tabou. On en a peur. On peut pas... on a peur. C'est-à-dire de quoi? On a peur, oui, que quand tout le monde sait manier, tout le monde peut faire du n'importe quoi, on a peur. On a peur, vous avez... Regardez, quand vous parlez d'Israël, qui a tué Isaac Rabin? Rabin, oui. Qui l'a tué? C'est un jeune étudiant de 27 ans. Qui l'a tué? C'est l'étudiant qui a manié l'arme, qui l'a tué, qui lui a porté 3 coups. C'est parce qu'il a été formé militairement. Non, mais ici, ça ne peut pas. Non, il ne faut pas sortir ce sujet. Parce qu'on ne peut pas. Ici, on veut être en sécurité. On va vous dire que regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est parce que tout le monde sait manier les armes, qu'un jeune enfant peut aller dans une école, tirer sur tous ses amis. Donc, ici, en Afrique, on n'est pas dans cette dynamique. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on peut faire. Qu'on fasse intéresser le métier des armes aux jeunes. Qu'on en fasse la promotion parce que devenir soldat, devenir militaire, c'est quelque chose de noble. Oui. C'est quelque chose de noble. Moi, je suis pour, peut-être après le bac, un service militaire obligatoire de 6 mois, d'1 an. Même si après, c'est pas pour faire carrière. Oui.
Mais on sait que vous êtes peut-être mobilisable. Vous êtes mobilisable, vous défendez, vous défendez. En fait, quand on se laisse former, ce n'est pas pour tuer X ou Y, mais c'est pour se préparer. C'est pour être toujours prêt. C'est pas toujours prêt. Et dans ce genre de cas, vous apprenez les valeurs de la République. De la République. Respect du drapeau. Oui, mais vous avez donné deux exemples intéressants. Vous avez parlé d'Israël, qui est un État en conflit perpétuel avec ses voisins et qui pense qu'il est un État béni de Dieu, élu de Dieu, en parenthèse. Ça, c'est pour ça que vous avez bien. Vous avez parlé de la Suisse, qui est un État très démocratique. Oui. Vous voyez, lorsqu'on est dans des situations où le jeu politique est un peu vicié, lorsqu'on a peur de son opposant, lorsqu'on a peur de devenir son même opposant, on évite certaines choses parce que si tout le monde sait manier des armes, lorsqu'il y aura des marches, qui va aller frapper qui va aller tirer sur qui et qui va se laisser tirer sur qui par qui. Là, on est dans un jeu un peu compliqué. C'est ce qui fait que dans nos pays africains, souvent, on évite ce genre. Il y a très peu de pays africains qui ont un service militaire obligatoire. Je pense que le Bénin l'avait. Le Bénin l'avait, ça a été suspendu. Le Nigeria l'avait aussi. Ben, maintenant, il y a deux types de services. Il y a le service civil, il y a le service militaire. Donc, beaucoup de jeunes préfèrent aller faire le service civil, simplement. Maintenant, cette affaire de djihadisme, c'est une franchise. Aujourd'hui, il y a des instructeurs irakiens, syriens au Mali qui les forment. Il y a même des attaques au Mali où ils ont pris des camions, ils ont fait une peinture pour masquer, pour faire croire qu'ils ont des casques bleus, pour aller attaquer des populations. Et pour vous dire que ceux qui enseignent à ces gens-là ont les mêmes informations que nos armées qui essaient de les combattre, parce que ceux qui accompagnent nos armées sont des gens qui les ont combattus en Afghanistan et qui malheureusement n'ont pas pu. Donc ceux-là les connaissent. Ils savent comment ils fonctionnent, ils savent comment les contourner. En Afrique, le problème djihadiste, j'ai tout à l'heure parlé des Boudouma, il y a les Kanouris, il y a les Aoussa. Le problème djihadiste se greffe sur des conflits communautaires assez c'est aussi cela. Présents. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des assises nationales pour qu'on refonde le contrat social. Parce que qu'est-ce qui nous met ensemble en Afrique, dans nos États africains? C'est d'être tracés à Berlin qui nous mettent ensemble. Il n'y a pas eu d'assises pour qu'on se dise on est ensemble parce qu'on veut un État qui va dans cette direction. Et quand c'est comme ça, il y a toujours des groupes ethniques auxquels on peut aller dire, vous voyez, c'est eux le problème. On vous donne des armes, allez les combattre. Et ça marchera toujours parce qu'on n'a pas de contrat social assez fort. La Banque mondiale le dit toujours dans ses rapports, sans contrat social véritable, nos États seront toujours confrontés à des crises définitives. On marque la pause, le temps pour suivre le journal, une dizaine de minutes et on revient pour la deuxième partie. Merci.